l'on a 16 ans. On se meurt dans un bar devant un verre vide. On aime la musique, les lustres éclatants. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. On marche 2 minutes sous ce ciel gris-noir pour revenir ensuite dans un lieu malfamé. On essaie de parler mais on n'est pas bavard. On se demande pourquoi tant de temps ont passé. Puis un jour une fille au grand mouvement vif s'assoit pas loin de vous et vous la remarquez. Et comme elle vous trouve immensément naïf, dans le fait du hasard vous l'avez embrassé. Oh. Pas très longtemps plus tard, seul et plein d'innocence, on aime les beaux yeux de cette jolie fille. Ce n'est que peu après cette dernière danse que ce sentiment fou vous a donné asile. Vous êtes bien heureux en étant avec elle, et vous croyez longtemps qu'elle l'est aussi. En la voyant si douce, en la voyant si belle, vous vous sentez un homme et vous aimez la vie. Oh, and I'm meeting my love. Passé, j'ai vu mon temps finir, et l'on voit dans ses yeux un amour qui s'enfuit. Il s'en va vers la grâce d'un autre qu'elle admire. Et l'adorer un soir va bien daigner vous dire I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez un verre pour le revoir vide. On n'est pas sérieux lorsque l'on a 16 ans. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. Choupidoua. L'air du Tchoubi. Que me raconte-t-il? J'ai une petite douleur nauséabonde en ventre. Corps comme un alcoolique, s'il s'enfile un petit verre de Jägermeister à 9h du mat. Ouais. Est-il coupable? Peut-être. Que raconte-t-il? Lui-même ne le sait pas. Hein? La folie à l'état pur. Alors je vous suggère de ne pas écouter cette radio,
Ah, cette fois-ci, j'ai mis quelques liens en description. Et là, c'est pas les coups de je mets des liens en description et après, je suis super paresseux, je vais pas le faire. Ouais, non. Je fais de petites, pas dire insomnie, mais je me suis baladé cette nuit. Virtuellement parlant, j'entends bien. Et à un moment, donc, du coup, j'enregistrais des trucs. J'avais besoin d'entendre, mais il fallait que je baisse le volume. Le problème, c'est que je peux pas baisser le volume et quelqu'un au volume. Parce que j'ai une enceinte qui ne peut pas régler le volume avec l'ampli d'une enceinte. Il faudrait que je consacre 5 minutes de ma vie pour déplacer l'autre enceinte et la mettre là où il y a l'ordinateur qui tourne. Enfin bref, je ne change pas, hein, je suis un éternel feignant. Et du coup, les 40 premières minutes, donc les 40 minutes après la douce eau, il y avait quoi? Il y avait Virginie Lotta, un éloge de la femme traditionnelle, tu vois. Celle qui accepte que son homme aime le foyer familial plus que lui-même dans certains cas, et qu'elle le voit comme une, comment on peut dire, comme une bonne valeur, tu vois. Loin de toute spiritualité, pensée individualiste qui prône l'amour de soi avant de l'amour de l'autre, de ces psychologies à la con qui nous enferment sur le moi, etc., etc. Mais moi je veux ça, moi je veux ci, choubidou là, choubidou ci. Donc je vais mettre le premier lien, ça sera sur Virginie Lotta. Bon, il suffit de cliquer sur le site des fachos néo-nazis négationnistes pour avoir tout ce que je suis en train de dire. Égalité et réconciliation, vous l'aurez tous reconnu. Ensuite, voilà, il faut vraiment cliquer sur le lien parce que rien qu'au sens, je sais pas si vous parlez hébreu et bougnoul, mais ce qui est drôle, c'est que je suis courtois avec l'enculé et je suis raciste avec le mec bien. Parce que dans l'histoire, le bougnoul est plus sympa que l'enculé. Ou on entend Netanyahou à un moment. Netanyahou qui dit qu'il faut pucer, tuer, oups, c'est lapsus de langage, les enfants. Après, à savoir si la traduction est honnête ou pas, ça. Mais bon, qu'elle soit honnête ou pas. Et on entend même cette vieille peau de reine d'Angleterre dire des conneries aussi. Et on entend quoi d'autre? Ah ouais, on entend un juif apparemment qui se repent de son action financière, tu vois. La repentance du juif. Un rabbin qui vient de Wall Street, s'il te plaît. C'est quand même dingue de faire un tel pont entre la spéculation financière et une théologie moralisante. Pourquoi pas? Donc un ancien de Wall Street qui devient rabbin. Il dit des trucs assez amusants sur Hitler, le nazisme. Ah ouais, il est interdit pour un juif de prêter à un autre juif enterré. Bon, pour le gars, c'est permis, mais on n'a pas le droit de... J'ai adoré le passage quand il dit on n'a pas le droit de faire de l'usure sur un juif. Et même sur un goy, tu vois, et même sur un goy. Mort de rire. Ah non, j'ai encore envie pour le moment. Mort de rire. Donc,
Si ça vous intéresse et que vous êtes passé à côté de l'information sur l'égalité à la colonisation d'un juif anciennement trader à Wall Street qui est rabbin et qui dit des trucs amusants sur le nazisme, sur la spéculation, sur apparemment la théologie judaïque, je vous suggère de cliquer sur le lien de description. Voilà, si vous voulez entendre Virginie Vota Blabla, bref. Ah, maintenant que je vais présenter le son inaudible qui va suivre ça. Hier, je me suis amusé à... Bon, là, je vais raconter un peu ma vie, je sais pas, j'ai envie de lui dire bonjour, copain. Ah ouais, tiens, aujourd'hui, j'ai enregistré Horus. C'est vrai qu'il redonne la banane, ça fait un peu... Je suis un peu triste pour lui, enfin, il s'en bat les couilles, j'imagine. Enfin, j'espère. Et oui, son coin de paradis, il est en train de le vendre. Triste. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais même pas moi-même ce que je veux dire. Peut-être une envie de partager, une envie d'être entendu, une envie d'être compris. J'ai amusé à regarder un peu aussi toutes les vidéos que j'avais fait au début. Pas toutes, hein, mais... Qu'est-ce que j'étais ridicule? Bon, je le suis toujours, hein, mais j'ai l'impression d'avoir grandi en 3 ans. Comme quoi? Qu'est-ce que j'étais ridicule? Bon, hein, dans la médiocrité, comment on pourrait dire, visuelle et à la fois expressive. Bon, j'avais quand même vu des trucs intéressants, quoi. J'avais repéré que Chouard avait soutenu Asselineau alors que c'était Cheminade qui proposait le tirage au sort. Drôle, quoi. Pas ce que je dis, mais pas ce que je fais. Putain, ça fait déjà 3 ans qu'ils ont rentré dans le, dans l'éducation nationale les cours sur la sexualité. Tout de fou. Le temps passe. Hein. Il n'y avait pas un cas là-dedans. Je parle même pas de toi. Casse les couilles. C'est toi qui manque de respect. Tu viens, tu demandes un truc et tu dis, non, quand tu manques pas, je parle même pas de toi. Je suis arrêté. Casse. Bordel, je peux même plus parler tranquillement au micro. Tiens, mon câble. On avait un. On a volé le câble. Bordel. J'ai mal quand je regarde, quand je t'entends parler. Casse les couilles. Arrête de me manquer de respect. C'est hier, elle me saute dessus, elle me frappe, c'est moi qui manque de respect. Ah, je veux une vie privée. Tu me casses les couilles. Tu m'empêches de dormir. Qui emmerde l'autre? Il est 9h du mat, je parle doucement à un micro. Je suis épuisé. T'es épuisé? J'ai parlé cette nuit? Oui, toute la nuit.
Même pas. Toute la nuit du bruit, aller, venu, des trucs. Oh, c'est quoi? Tu ton téléphone, rien à foutre. Bon, si je veux que tu appelles ta mère, tu arrêtes. J'ai appelé ma mère. Tu arrêtes. Ma mère. Tu arrêtes, tu m'as cassé notre chargeur, qui me prend le câble, je me fais voler mes câbles. Je n'ai pas cassé le câble des vendeurs. Tu m'as cassé le truc, je peux plus charger. Non, regarde. Sur le chargeur, t'as un câble USB. Tu vas prendre le câble USB. Arrête! C'est quoi ta crise là? Arrête! Tu viens m'emmerder là? Prends ton câble. Comment ça? Ce câble qui charge pas ton téléphone? Fous-toi de ma gueule. Il marche pas! Je suis en train de niquer mon téléphone depuis le départ de Teddy. Niquer ton téléphone. Oui, ça ne charge pas! Bah, t'as essayé de pas utiliser ton charge? Je ne l'utilise pas quand je charge! Qu'est-ce que tu cries là? Appelle ta mère, tu Il est bon, ah, il est bizarre. Oui, je peux faire. Oui, bon. Bon. Qui est né en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Ils se dénomment les tradwives, ce qui signifie en français épouse traditionnelle. Souvenez-vous en France que après le confinement et pendant le confinement d'ailleurs, les mouvements féministes ainsi que Marlène Schiappa et les médias nous annonçaient que les inégalités entre les hommes et les femmes avaient augmenté dans la mesure où les femmes étaient obligées d'effectuer le plus grand nombre de tâches ménagères pendant que vous, messieurs, ne faisiez pas grand-chose à part votre travail professionnel. Marlène Schiappa avait commandé une étude Harris qui avait démontré qu'en moyenne, les femmes feraient chaque jour 24 minutes de tâches ménagères supplémentaires par rapport aux hommes. Nous l'avions commenté dans une vidéo dont je vous mets le lien au coin de l'écran. Cette étude était absurde comme nous l'avions vu parce qu'elle ne prenait pas en compte le fait que les personnes soient plus ou moins rapides pour effectuer les mêmes tâches ménagères, ce qui faisait que certaines personnes allaient naturellement y passer plus ou moins de temps. Elle omettait également le fait que les hommes effectuent généralement les gros travaux de jardinage, de bricolage, d'entretien de la maison ou de l'automobile. Et ces travaux ne s'effectuent pas quotidiennement, mais plusieurs fois par mois, de façon ponctuelle, et prennent finalement tout autant de temps ou nécessitent peut-être plus d'efforts physiques, plus d'énergie, alors qu'ils prennent moins d'heures que passer l'aspirateur ou faire la lessive chaque semaine. En fait, ce que le confinement a démontré, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a forcé toutes les femmes, enfin du moins la majorité des femmes, hormis celles qui ont continué de travailler pendant l'épidémie du Covid-19, à revenir au foyer et à accomplir des rôles traditionnels. Mais le problème ici, dans cette situation, c'est que les femmes étaient également obligées de partager leur temps avec, généralement, un emploi à plein temps en télétravail, ce qui est tout à fait injuste si elles doivent gérer l'ensemble du foyer avec toutes les tâches domestiques qui incombent, plus une activité professionnelle afin de partager à égalité les frais avec leur époux ou leur compagnon. C'est injuste parce qu'elles font le double des tâches, elles ont à la fois les responsabilités masculines d'une carrière professionnelle et elles accomplissent les responsabilités traditionnellement féminines, à savoir la tenue du foyer, des enfants et toutes les tâches domestiques qui y sont liées. En fait, ce sentiment d'inégalité et de surmenage qui est tout à fait justifié dans ces cas-là, il vient du fait de ce que l'on a obligé, contre leur choix, parfois, les femmes à embrasser une carrière professionnelle alors qu'elles doivent également continuer à assumer les responsabilités qui sont liées à leur féminité et auxquelles elles ne peuvent pas échapper parce qu'elles sont naturelles. Je prends comme exemple la maternité,
qu'une femme travaille ou non, elle ne pourra jamais déléguer sa grossesse et toutes les conséquences qui vont avec, que cela soit de l'attachement à son enfant, aux problèmes de santé ou à la fatigue par exemple. Elle ne pourra jamais les déléguer à un intervenant extérieur ou à un homme. Elle sera donc obligée d'assumer les responsabilités inhérentes à sa féminité tout en embrassant une carrière qui traditionnellement était réservée aux hommes. Le problème de cette société moderne, c'est qu'elle nie donc le droit, le choix et le désir que certaines femmes peuvent éprouver à se consacrer uniquement à leur foyer et à leur famille plutôt que d'embrasser une carrière professionnelle. Elle nie la possibilité de refuser ses responsabilités personnelles. Parce que dans ces conditions, le marché du travail, c'est une violence qui est faite aux femmes. Alors, dans notre société actuelle, qui est capitaliste, qui est matérialiste et qui est utilitariste, ça veut dire que les individus, c'est une société qui est régie par l'économie, ont une valeur uniquement par rapport à la richesse qu'ils produisent dans la société, à la richesse matérielle, à la richesse économique. C'est pour ça que le travail des femmes au foyer, qui est un travail effectué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans répit, c'est une organisation qui est totalement différente. Elle n'est pas structurée par des horaires de 8 heures à 19h par exemple, eh bien ce travail-là n'est pas reconnu par la société actuelle. Il n'est pas reconnu par le système. Il n'est pas reconnu non plus par l'administration. Une femme au foyer est considérée à tort comme inactive, je cite, ce qui est parfaitement injuste et ce qui ne correspond pas du tout à la réalité des faits. Dans la société traditionnelle, grâce au mariage, l'homme protégeait la femme de ce marché du travail qui était une violence en assumant cette responsabilité professionnelle. Il permettait à la femme de se retirer de ce monde extérieur, de ce marché du travail, si elle le souhaitait, et de pouvoir se consacrer à sa famille avec un autre rythme. Les hommes et les femmes sont différents par essence, biologiquement, et ils ont donc des besoins différents. Des besoins, comme nous l'avons vu, qui sont liés à leur fonctionnement profond, tels que la maternité, mais à la féminité aussi et à la virilité, mais aussi des besoins en termes de rythme de travail. Comme vous le savez, un homme aura plus de facilité à déployer son potentiel s'il peut se consacrer pleinement à une seule activité, alors qu'une femme sera réputée pour avoir plus de facilité à se consacrer à plusieurs tâches en même temps, à être multitâche comme on dit. Traditionnellement, le travail de la femme, il a toujours varié en fonction des saisons, en fonction de son état, en fonction des activités données au jour le jour. Si une femme, par exemple, élève des enfants, forcément, les activités, les responsabilités qu'elle a vont varier en fonction de l'âge de ses enfants. Elles vont varier en fonction des saisons. Elles vont varier en fonction des besoins du foyer. C'est pour cela qu'il y a une telle difficulté aussi pour certaines femmes qui est ressentie quant au marché du travail, qui les force à se masculiniser, comme elles le disent, qui les force à devenir plus agressives et qui les force à casser leur rythme biologique naturel. D'ailleurs, on dit que, d'après en tout cas des scientifiques, les femmes auraient besoin chaque jour, chaque nuit, de 20 minutes de sommeil supplémentaire pour pouvoir récupérer pleinement leur énergie et leur capacité tant mentale que physique par rapport aux hommes. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que ce système fait tout pour briser les rôles traditionnels, pour ôter à la femme le choix d'embrasser sa féminité. Et du coup, tout est fait pour dévaloriser l'image de la femme au foyer. Regardez dans les représentations qui nous sont proposées. Par exemple, des séries télévisées qui ont beaucoup de succès. Je peux citer Desperate Housewives, donc les femmes au foyer désespérées, qui passent leur temps à cancaner entre elles dans le voisinage ou à tromper leur mari. On nous montre également l'image de la femme traditionnelle qui est brimée, qui est au service d'un mari violent, alcoolique, qui ne la respecte pas et qui se sent emprisonnée, bien entendu dans ces conditions-là, c'est tout à fait normal, au sein d'un foyer, alors qu'elle aurait eu des aspirations et des capacités de s'épanouir en menant par exemple une carrière professionnelle. Et forcément, en nous montrant ces images, on influence notre perception des femmes au foyer. Et on influence la perception des petites filles ou des petits garçons. Aujourd'hui, prendre soin de sa famille, se consacrer exclusivement aux soins de sa famille et de son époux en particulier, est ridiculisé par la société et par les médias. I want to take you back to the 1950s, or at least that's what I thought when I read this Brisbane mum's Facebook post. Brooke Smith shared her routine online. Here's what she said. I always make sure I don't go to bed until everyone's lunches are packed, their clothes are set out for the next day, including my husband's, and the house is clean, dishwasher is on, and a load of washing is on. I always get up early, 4:30, with my husband to make his breakfast and coffee.
Ce qui est paradoxal, c'est que les féministes qui prônent la liberté de choix par la libération et l'émancipation de la femme, elles critiquent le choix des femmes traditionnelles de se consacrer à leur époux et à leur foyer. On critique notamment la soumission à l'homme, parce qu'on ne comprend pas ce mot de soumission. J'ai réalisé une vidéo consacrée entièrement à ce sujet que je vous invite à visionner si vous voulez mieux comprendre ce que l'on entend par la soumission de la femme à l'homme au sein du foyer. Pour le dire en quelques mots, il ne s'agit en aucun cas d'obéir à un tyran aveuglément, d'être brimé, d'être maltraité et d'atrophier son potentiel ou sa personnalité. La véritable soumission au sens chrétien du terme, au sens traditionnel du terme, c'est reconnaître au sein de la famille, du foyer, l'homme comme le chef de la famille. Et c'est donc user de ses talents, ses capacités pour le servir, de la même manière que l'homme aussi est au service de sa femme, en allant travailler, en subvenant à tous les besoins matériels du foyer, et par beaucoup d'autres attentions, bien entendu, même par la reconnaissance qu'il éprouve et la fierté qu'il éprouve envers sa femme pour toutes les tâches qu'elle accomplit, afin de lui permettre de mener avec le plus de facilité possible, le moins de pression possible, sa carrière professionnelle à bien. Dans ce contexte, il y a beaucoup de femmes qui très tôt aspirent à se marier, à avoir des enfants et à fonder une famille, qui sont tout simplement culpabilisées ou qui sont dénigrées ou méprisées et qui se sentent obligées, malgré leur désir profond, de se lancer dans une carrière professionnelle ou dans de longues études alors que cela ne correspond pas du tout à leurs aspirations. Alors, en réaction à ce système et en réaction au féminisme, certaines femmes ont décidé de clamer haut et fort leur choix et leur bonheur de devenir des épouses traditionnelles qui font de leur mari leur priorité dans leur existence. Et bien sûr, ce mode de vie, ce mouvement ne peut avoir de sens que s'il s'agit d'une véritable réciprocité de l'époux qui lui aussi s'engage à faire de sa famille et de sa femme sa priorité dans l'existence. Un couple traditionnel ou une famille traditionnelle ne peut se former que si les deux conjoints, les deux époux embrassent ces valeurs-là. C'est important de le redire parce qu'encore une fois, on nous montre souvent de mauvais exemples où la femme se donne à sens unique, ce qui provoque tristement des divorces ou des adultères, ou bien sûr un manque total d'épanouissement. C'est un peu l'histoire de la blogueuse et vidéaste Alexandra Kate Petite, qui a contribué à populariser ce mouvement, d'une part avec son blog The Darling Academy, puis avec sa chaîne YouTube. Elle travaillait au départ dans le marketing, le domaine où elle a rencontré son époux, avant de prendre d'un commun accord la décision de rester femme au foyer et d'élever leur enfant, ce qui a été la source de son épanouissement et la raison pour laquelle elle a souhaité partager avec les internautes son expérience en tant que femme traditionnelle. Le mouvement Tradwife, qui est né en Grande-Bretagne, s'inspire notamment de la société britannique traditionnelle. Le modèle que nous montrent ces représentations, c'est celui d'une femme très féminine, élégante, pleine de talent, épanouie et accomplie dans la gestion de l'organisation de son foyer, qui fait la fierté de son époux. Une image qui, il faut l'admettre, a des côtés très caricaturales parce qu'elle est beaucoup trop lisse. Mais elle contraste agréablement avec celle de la femme moderne, épuisée, qui n'a plus le temps, qui a perdu toute notion d'élégance à cause de la mode actuelle, qui s'est masculinisée pour s'adapter au marché du travail, avec les conséquences qui en rejaillissent sur son couple. Accomplir des tâches domestiques aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le labeur tel que, effectivement, il était dans les siècles passés, lorsque la machine à laver n'existait pas. Et d'ailleurs, on peut remercier les hommes qui ont inventé la machine à laver, preuve que les hommes aussi travaillent pour servir les femmes et leur faciliter la vie. Donc effectivement, accomplir des tâches domestiques aujourd'hui, se consacrer à plein temps à son foyer, ce ne sont pas les mêmes conditions de vie, ce n'est pas la même difficulté que c'était dans les siècles passés. Aujourd'hui, une femme au foyer qui sait s'organiser, qui sait gérer son temps et qui en a la possibilité, peut même trouver du temps pour elle, pour prendre soin d'elle chaque jour, ce qui est une nécessité, ce qui doit être reconnu par les hommes aussi, parce que c'est ce qui permet des époux d'être aussi épanouis l'un que l'autre. Tout le monde a besoin de temps pour soi, ne serait-ce que pour s'enrichir personnellement. Une autre évidence qu'il faut rappeler aussi, c'est que vous soyez célibataire, que vous soyez épouse et que vous soyez mère ou non d'un ou de plusieurs enfants, tout le monde est concerné par les tâches ménagères. Tout le monde doit accomplir les tâches ménagères chez lui. Cela n'a donc rien de dégradant ni d'avilissant. C'est la société capitaliste et c'est cette notion d'utilitarisme, d'homme économique, qui a rendu la vision des tâches ménagères avilissante à nos yeux en général.
Pourquoi ? Parce que le fait d'accomplir les tâches ménagères est symboliquement et économiquement réservé aux personnes que l'on considérera, à tort, comme les moins diplômées et donc comme étant au plus bas de la classe sociale, à savoir les agents d'entretien et ce que l'on appelle les femmes de ménage, ou les hommes de ménage aussi, ça existe. Et donc c'est cette vision-là qui est retranscrite sur les femmes au foyer qui accomplissent toutes les tâches domestiques, et ce à tort. Le ménage en soi n'a rien d'avilissant, non seulement parce qu'il est nécessaire, mais aussi parce que c'est symboliquement une façon de prendre soin de sa famille, et c'est une forme de dévouement qui traduit l'amour qu'une femme, ou qu'un homme, peut ressentir à l'égard de ses enfants et de son époux. Prendre soin du linge, prendre soin du foyer, faire en sorte que la maison soit un havre de paix, qu'elle soit agréable, qu'elle sente bon, qu'elle soit propre, que tout soit bien rangé, c'est contribuer au bonheur de son époux et aussi de ses enfants et à leur équilibre psychologique. C'est toujours agréable de rentrer à la maison après une dure journée de travail et de voir que votre femme vous a fait le plaisir de vous préparer un plat que vous aimez cuisiner, de ranger la maison de telle sorte que vous êtes plus reposé, que vous êtes dans une forme d'harmonie et qu'elle a pris soin de ce que vous construisez ensemble, de ce que vous construisez matériellement en tant que couple. Parce que ça a plus de sens, justement, que cette sphère matérielle. C'est le sens sentimental et c'est le sens psychologique. Et cette dimension, elle a complètement été ôtée de nos jours au ménage parce que le ménage n'est plus vu que comme une activité économique. C'est tout simplement une répartition équilibrée, et oui, il faut le vous dire, c'est un gros mot, une répartition genrée des tâches. Puisque il est tout à fait normal, lorsque monsieur rentre le soir après une longue journée de travail, qu'il n'ait pas une seule tâche ménagère à accomplir si sa femme a été à la maison toute la journée. Parce que c'est ainsi, c'est une répartition du travail. L'un travaille à l'extérieur et l'un travaille à l'intérieur, de telle sorte que le couple, qui doit être vu comme une équipe, avance et puisse mutuellement s'apporter le soutien dont chacun a besoin pour remplir ses devoirs. Et cette notion de devoir, elle a totalement disparu dans cette société individualiste où c'est la jouissance individuelle qui compte et qui prime, même sur la famille. D'où le fait que les féministes nous disent à quel point les femmes au foyer sont avilies, sont enfermées et sont dégradées parce que d'un point de vue extérieur, dans cette pseudo-logique de jouissance individuelle, effectivement, elles sont dans le dévouement. Elles se consacrent à une autre personne, c'est-à-dire à leur époux et ou à leurs enfants. Et forcément, elles ne se consacrent pas uniquement à leur propre jouissance, à leur propre carrière, à leur propre désir. Un autre argument que j'ai envie de partager avec vous, c'est que, à mes yeux, il est plus logique, et en tout cas, il est beaucoup plus épanouissant d'obéir à son mari que d'obéir à son patron. Parce qu'un époux, c'est une personne que vous avez choisie, c'est une personne qui vous aime. C'est, pour reprendre les mots de la Bible, que vous soyez croyant ou non, ces mots sont d'une vérité profonde et frappante, un homme qui doit aimer sa femme autant qu'il s'aime lui-même, si ce n'est plus. L'homme a énormément de responsabilités envers sa femme et son foyer. Il est le chef de famille, mais le vrai chef, c'est celui qui non seulement guide, montre la voie, prend des décisions importantes, endosse les responsabilités, mais c'est aussi celui qui se sacrifiera le premier pour sauver les siens, pour protéger les siens. Et ça, c'est une responsabilité immense. C'est pour ça que être chef n'est pas être un tyran qui en fait selon son bon plaisir. Ça, c'est la fausse image que l'on nous donne aujourd'hui, pour casser notamment le cercle familial. Quant aux personnes qui tentent de culpabiliser les femmes au foyer en prétendant qu'elles sont des assistées, qu'elles vivent au crochet de leur homme, ces personnes-là n'ont absolument rien compris à l'essence du mariage. Le mariage, c'est une union, corps et âme, de deux personnes, en vue de fonder une famille. Mais c'est aussi une union. Et tout ce qui appartient à l'un appartient donc à l'autre. Tout est mis en commun. C'est ça l'essence du mariage. Donc, si l'homme accomplit un travail matériel effectivement pour subvenir aux besoins matériels du foyer, la femme aussi accomplit un travail qui est tout aussi important, qui n'est pas rémunéré parce qu'il est en dehors de ce marché du travail capitaliste, mais qui permet aussi de subvenir aux besoins du foyer, à des besoins plus spirituels, même si matériels aussi, à des besoins psychologiques, à des besoins sentimentaux, puisque la femme au foyer, elle endosse tellement de casquettes qu'on dit souvent qu'elle a une vingtaine de métiers à son actif. Alors comment les féministes s'y prennent-elles pour discréditer un mouvement qui relève de tant de bon sens ? Parce que ce n'est pas
L'essence du mouvement, c'est absolument pas de forcer toutes les femmes à retourner à l'intérieur du foyer, bien sûr. C'est simplement que ce choix-là soit respecté. C'est simplement que la figure de la femme au foyer, de la mère, mérite d'être valorisée dans la société. Et c'est pour ça que le mouvement dit Tradwife se réfère souvent aux années 1950 avec nostalgie, parce que c'est l'époque où justement la femme au foyer était valorisée, elle était objet de fierté comme vous avez vu dans ces représentations, elle n'était pas moquée, elle n'était pas ridiculisée et elle n'était pas critiquée. Alors certes, il ne s'agissait pas toujours d'un choix à cette époque et c'est d'ailleurs aujourd'hui de moins en moins possible de faire ce choix et c'est un petit peu le problème avec ce mouvement qui donne une image auquel beaucoup de femmes ne peuvent pas accéder. Ce n'est pas la faute du mouvement en soi, mais plutôt justement de la société qui se met en place, de la société capitaliste qui a forcé les hommes et les femmes à travailler puisque le coût de la vie est tel qu'un seul salaire suffit très rarement à assurer tous les besoins du foyer, surtout avec un ou plusieurs enfants. Et donc forcément, 2 salaires sont souvent indispensables. Les féministes ou l'ultra-gauche, pour discréditer ce mouvement, vont, et comme c'est original, l'associer au Troisième Reich ou à l'alt-right américaine, c'est-à-dire l'équivalent de l'extrême droite. Il faut quand même leur rappeler, pour leur gouverne, que les nazis n'étaient pas les seules personnes à prôner l'image d'une femme traditionnelle. Et c'est intéressant de remarquer à quel point tout ce qui tend vers le beau, tout ce qui tend vers l'effort, tout ce qui tend vers le devoir, vers la fierté de ce devoir accompli, tout ce qui tend vers l'harmonie, en gros tout ce qui tend vers le dépassement de soi et vers cette esthétique est systématiquement qualifié de fasciste. Alors la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on vit dans une société qui est tellement délabrée, qui est tellement moralement avachie, que ce qui est valorisé, c'est forcément le laisser-aller, c'est forcément la grossièreté, c'est forcément le manque d'effort, c'est forcément la désobéissance à ses devoirs pour tomber dans la jouissance individuelle et personnelle. Ces modèles ne font pas vraiment envie. Au contraire, je pense que c'est une spirale, voire un cercle vicieux, qui est à l'origine de beaucoup de dépression et de beaucoup de complexes chez notamment la nouvelle génération aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, que vous soyez d'accord ou non avec mes pensées. Laissez un pouce en l'air si vous trouvez ma vidéo utile pour encourager mon travail et partagez-la autour de vous pour diffuser ces idées. Un grand merci à vous de me soutenir sur Tipeee. Je vous retrouve mardi prochain à partir de 18h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.
Last reason I'm going to tell you. Who knows the first two laws that Hitler implemented? Hitler, Yimach Shemo v'Zichro, אז כבר ביבי אמר אתמול שהולכים לסדר לנו חיישנים, צ'יפים. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן, למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. ולילדים, ישימו קודם לילדים. אז כבר ביבי אמר אתמול שהולכים לסדר לנו חיישנים, צ'יפים. אנחנו נערכים לאפשרות שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן, למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. ולילדים, ישימו קודם לילדים ואחר כך למבוגרים, זהו, יתכנתו אותנו ונהיה עבדים ומשועבדים לכולם. לא יאומן, זהו ביבי, שאמרתי לכם, שהוא מספר שם ב-CFR. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. אז הנה תתכוננו, רוצים לקחת לכם את הילדים כמו שהפרידו ילדים בקום המדינת התימנים ומרוקאים ואחרים, מכרו אותם ועשו מה שרוצים איתם. המלכה הזאת המטונפת של בריטניה אומרת במפורש, היה לנו כבר פעם בעבר ככה, וזה יפרידו את הילדים מההורים לתקופת מה, ואחר כך יחזרו לחיק המשפחה, היא כבר מדברת על זה. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. זה היה כל כך חשוב לה שהתחילה הקורונה להגיד לנו את מה שהם תכננו בעצם, שהולכים להפריד את הילדים והכל, אבל זה טוב, זה לטובה והכל. היה ביי, תוכנית שטנית. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. מדברים במפורש, זה מה שהולכים לעשות, להפריד את הילדים מההורים, לעשות צ'יפים והכל, יחדירו את הכל וישלטו על האנשים לגמרי. אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש בגל שני, ואולי אף בצורה חמורה יותר. אנחנו חייבים להיות מוכנים לכך. אנחנו נהיה מוכנים לכך בשורה של צעדים, לא אפרט אותם כרגע. אנחנו עוסקים בזה מעבר לשאלה של פתיחת המשק מחדש, פתיחת המדינה מחדש בשגרת קורונה. אנחנו נערכים לאפשרות
שלפני שימצא החיסון נקבל גל שני. כל האוכלוסייה על פי חוק תחוסן על ידך בלי לשאול אותם, ואם לא, יהיו צפויים למעצר. אבל לא יכולים להגיד לאדם יש זכות על גופו, והוא לא מוכן לשים צ'יפ, והמדינה לא תקבע לו אם הוא ישים צ'יפ או לא, אם הוא יעשה חיסון או לא. זה אתה כבר לא יכול לשאול. למה? כי הם עשו כבר מחקרים, ידעו שיהיה את הקורונה כמו שעבר, ניבא, המתכנן ניבא ביל גייטס מראש, הכין את החיסונים, ימכור 8 מיליארד חיסונים, יעשה את הכסף, יחסן, יכניס צ'יפים, ישתלט על העולם עם כל החבר'ה שלו, וביבי אחראי פה על מדינת ישראל, בקטנה, סדר עולמי חדש, חייבים סדר עולמי חדש. מנהיגי המדינות הנאורות הבינו שזוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. תסביר לנו, מה זה סדר עולמי חדש שאתה אומר? על מי? בזכות מה? תסביר לנו. אתם נתינים עם צ'יפים. למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית. כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, היא עושה לך רעש. באזר כזה. היזהרו, פיקחו עיניכם, ויהיו ערנים. ולא פחות חשוב, אנחנו רוצים לעזור לכם בלי בירוקרטיה מיותרת. ביבי, פליטת פה להגיד במקום רוצחים, או במקום רוצחים להגיד רוצים. מה מקורה? ובכן, יש מושג שנקרא טעות פרודיאנית. פליטה פרודיאנית או פליטת פה פרודיאנית היא שגיאה בפעולה, דיבור או זיכרון אנושי שנגרמת על ידי הלא מודע. לרוב השגיאה נראית מהצד כמקרית יוצאת דופן. מוזרה ושטותית, אך יש לה משמעות עמוקה יותר. לכן, בשימוש היומיומי, משמעות הטעות הפרודיאנית היא של פליטת פה שלפעמים חושפת את הכוונה או המשמעות האמיתית של הדובר, או של דברים שכבר דיבר בהם ונפלטו לו. Interview d'Ivan Benedetti à Toulouse. Que faites-vous à Toulouse aujourd'hui? Je réponds à l'invitation d'amis nationalistes qui, lors de cette journée, commémoraient une figure très peu connue, une figure toulousaine très peu connue, l'ancien procureur général au tribunal de Toulouse qui a été assassiné par les communistes en 1943. Donc nous nous sommes rendus au cimetière sur sa tombe ce matin. Et ensuite, nous avons tenu une réunion repas ici même. Voilà, donc d'amis nationalistes qui, lors de cette journée, commémoraient une figure très peu connue, une figure toulousaine très peu connue, l'ancien procureur général au tribunal de Toulouse qui a été assassiné par les communistes en 1943. Donc nous nous sommes rendus au cimetière sur sa tombe ce matin. Et ensuite, nous avons tenu une réunion repas ici même. Voilà, donc journée de commémoration fidèle à une devise du nationalisme vers l'avenir, fidèle au passé. En l'occurrence, fidèle au passé ce matin et vers l'avenir cet après-midi dans les propos. Vous avez été convoqué le 25 avril 2019 par la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite.
Quelles en sont les suites aujourd'hui? Aucune suite. Aucune. À ma grande surprise. Donc vous savez que les conditions de la convocation, c'était une audition à huis clos et avec une immunité des débats lors de l'audition, puisque c'est une loi qui défend l'immunité des débats parlementaires, qui soutient l'immunité des débats parlementaires, une loi de 1958 qui correspond à la création de la Constitution, justement, et qui stipule que je ne pouvais pas être poursuivi pour les propos tenus lors de cette convocation. Et pour l'anecdote, c'est que mes propos étant tellement horribles, lors de ces propos que j'ai tenus de défense de la famille traditionnelle, du soutien à Robert Faurisson, du rappel de quelques vérités historiques sur la Seconde Guerre mondiale, que à peine terminé, une semaine après l'audition, mes propos ont été publiés sur le site de l'Assemblée nationale. Et la présidente de la commission, Muriel Ressiguier, a demandé au procureur de Paris de me poursuivre pour révisionnisme. Et quand le patron du CRIF, Khalifa, a lu mes propos sur le site officiel de l'Assemblée nationale, horrifié, il a sommé, par une lettre que je publie dans le livre d'ailleurs, le président Ferrand de l'Assemblée nationale de retirer mes propos en disant « Mais vous êtes fou ou quoi, Benedetti, vous saviez très bien à quoi il fallait s'attendre et que, premièrement, vous lui avez donné la parole et vous auriez dû stopper l'audition au bout de 10 minutes. » Donc, bien évidemment, ce que Khalifa, ce que le CRIF, ce que la LICRA veut, Dieu le veut, mes propos ont été retirés et ensuite, comme certains journalistes utilisaient les fragments de cette audition en les commentant dans la presse, j'ai décidé de republier l'intégralité de l'audition en commentant la genèse et surtout ce qui s'était passé, la lutte d'influence au sein de cette commission entre la France insoumise, qui est plutôt antisioniste, soutenant le BDS, et les forces du Judapo, en la personne de Fas Gélès, qui aujourd'hui est à la DILCRA, et Meyer Habib, une vieille connaissance, puisqu'il m'avait agressé à coups de barre de fer il y a 31 ans déjà. J'étais condamné pour ça. Pourquoi Élise Fagélès est-elle une figure montante dans la vie politique française? C'est une figure montante parce que c'est une personnalité clé de la communauté et que surtout c'est l'adjointe de Benjamin Griveaux. Donc quand j'ai été entendu par cette commission, elle était en pointe dans les questions concernant un problème qui n'existe pas officiellement. Et elle était députée parce que suppléante de Benjamin Griveaux qui était porte-parole du gouvernement. Quand Benjamin Griveaux est sorti du gouvernement pour mener campagne à la mairie de Toulouse, elle a perdu son mandat de députée et elle a été recyclée à la DILCRA. Donc l'office dépendant directement du Premier ministre qui est logé au ministère de l'Intérieur et qui fait la chasse à tout ce qu'il considère comme antisémites ou antisionistes ou tenant des propos homophobes. Et aujourd'hui, je vous encourage à regarder dans la campagne de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris, elle occupe une pièce centrale. Donc si demain Benjamin Griveaux devient maire de Paris, on sait la puissance que confère ce mandat, puisque pendant longtemps il n'y avait pas de maire de Paris, puisque le pouvoir central craignait la puissance d'un maire de la capitale. Eh bien, je vous laisse imaginer la place qu'elle va occuper. Comment la jonction entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'homophobie s'est-elle effectuée? Alors, Maurras parlait d'États confédérés. Dans les États confédérés, il nommait la franc-maçonnerie, la puissance financière protestante, le problème juif. Il y a un État confédéré qu'il ne nommait pas, c'est cette puissance montante d'un lobby ultra puissant, qui est le lobby LGBT qui emporte tout par leur influence. Je vous fais remarquer que dans les
élus du mouvement En Marche de Macron au Parlement, il y a une grande proportion d'invertis ou de déserteurs des chemins des dames, comme on le disait avant. Ils ont une influence considérable au sein des médias, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps. Dans le corps diplomatique aussi, beaucoup. En politique, bien évidemment. Donc c'est une puissance considérable. Donc ce qui est très important quand on mène un combat du rétablissement de la France, c'est un peu comme le médecin. À partir des symptômes de la maladie, et les nationalistes sont des médecins de la nation, à partir des symptômes, on dresse un diagnostic et avec le diagnostic, on peut appliquer les remèdes. Donc ce qui est très important dans un premier temps, c'est les diagnostics. Tout le monde s'entend sur les diagnostics. Après, les divergences apparaissent quand on fait un bilan. Et pour reprendre cette comparaison avec la maladie, quand un corps est atteint du cancer, il est important de bien déterminer, de bien repérer la tumeur cancéreuse. Parce que si vous attaquez que cause, c'est-à-dire avec la chimio, à la destruction des cellules malades, si vous voulez, si vous n'avez pas éradiqué la tumeur, elle va dispenser son poison au quotidien. Donc la tumeur, selon nous, s'applique sous sa forme subversive dans différents domaines, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit le féminisme, par exemple, qui est un moyen de détruire, d'accélérer la destruction de la famille, que ce soit à l'époque le communisme, et que je compare beaucoup aujourd'hui à la révolution migratoire que nous connaissons. C'est-à-dire que le communisme a utilisé une classe qu'on a appelée les prolétaires, qui étaient malléables et corvéables parce qu'elles étaient les victimes de la politique d'industrialisation à marche forcée. Et cette classe prolétaire a été manipulée. Donc ils ont utilisé cette classe malléable comme un moyen par l'idéologie communiste, internationaliste, de destruction des nations historiques et des empires historiques comme l'empire russe. Aujourd'hui, ils utilisent de la même façon une autre forme de classe malléable et corvéable, qui n'est plus les prolétaires, mais qui est le migrant. C'est-à-dire qu'on déracine des individus de leur cadre naturel d'évolution, de leur société traditionnelle, pour les implanter en Europe. Ces individus déracinés soit deviennent les bons petits soldats de la société matérialiste consumériste, soit ils sont de manière très artificielle islamisés grâce à la puissance financière des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat Arabes Unis. C'est ce qu'on appelle l'islam takfiriste. C'est cet islam que l'on voit à l'œuvre au sein de l'État islamique, tous ceux qui utilisent des marginaux ou plus ou moins formés pour mener des attaques terroristes contre nos sociétés. C'est un islam très artificiel qui en général aussi s'appuie sur les sunnites, parce que vous avez deux grandes familles dans l'islam, vous avez les sunnites et les chiites. Ceci n'est pas possible avec le chiisme parce que le chiisme, c'est une forme d'autorité dans l'islam. C'est-à-dire que pour devenir une référence religieuse dans le chiisme, il faut avoir fait plus de 10 ans d'études dans les sociétés, dans les écoles islamiques, que ce soit à Rome ou dans le sud de l'Irak, enfin bon. Alors que quand vous êtes sunnite, il vous suffit d'apprendre le Coran par cœur, de dire qu'on descend du prophète,
et on peut tout de suite s'imposer comme une référence. Ça a été le cas de Baghdadi. Donc c'est plus facile de manipuler un islam sunnite qu'un islam chiite. Et on le voit bien aujourd'hui, puisque la résistance à l'islam takfiriste, qui veut détruire, qui est utilisée justement par le judaïsme politique, comme ils ont utilisé le communisme pour détruire les sociétés traditionnelles ou les nations historiques, c'est plus facile d'utiliser justement ces migrants, je dirais, ces individus de l'immigration, pour les retourner contre les sociétés traditionnelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Êtes-vous favorable au retour d'un catholicisme politique ou d'un catholicisme d'État ? C'est différent, on ne peut pas comparer, parce que le judaïsme et l'islam, justement, sont totalitaires. Quand j'utilise le terme de totalitaire, il n'y a aucun aspect négatif, puisque je pense que la réponse doit être totalitaire. Alors je parle plus de réponse totale que totalitaire, parce que les esprits ne sont pas encore prêts à entendre une forme de vocabulaire, comme la dictature par exemple, qui sur certains aspects peut être positive, quand on voit la dictature du professeur dans la classe, la dictature du chef à l'armée, la dictature du bon chef de famille, voilà, ça n'a rien de négatif. Mais bon, il y a des vocabulaires qui choquent encore, ce n'est qu'une question de temps, ça viendra, mais donc le judaïsme, l'islam est totalitaire. La spécificité de notre civilisation européenne, c'est qu'il y a la distinction entre le spirituel et le temporel. Il y a toujours eu une forme d'équilibre, tantôt par l'affrontement des deux pouvoirs, tantôt par une entente, et c'est toujours meilleur, mais c'est comme le ciel et la terre. C'est distinct, mais on ne peut pas les séparer. Donc dans notre combat, notre réponse doit être totalitaire. C'est-à-dire qu'il faut mener tout à la fois un combat spirituel, de révolution des âmes, mais un combat politique de conquête de l'État par la conquête de l'esprit. On ne va pas chercher le vote vain de la conquête des voix. Le troupeau des bêtes à voter est très versatile. Donc, dans la feuille de route que doivent se fixer les nationalistes, il y a ce combat total, global, mondial. Et dans le combat global, il y a aussi la reconquête de Rome. Conquête de l'État par la Révolution nationale pour établir la France, mais ça ne peut se faire que si en Europe, on rétablit le catholicisme traditionnel, qui est un catholicisme romain. Donc il faut reconquérir Rome. Chacun a sa tâche, que ce soit la tradition qui s'y efforce, ou nous, du point de vue politique. Et il ne faut pas pratiquer le mélange des genres, mais c'est un combat qu'il faut mener de front. Quand on voit que le pape défend en permanence les politiques migratoires, bien évidemment, il prend des positions politiques. Quand il nous dit que l'Europe, la chrétienté n'est pas la base de la civilisation européenne, enfin qu'il ne faut pas en parler, il ne dit pas que ce n'est pas, qu'il ne faut pas en parler parce que c'est faire œuvre de colonisation, ce sont des déclarations politiques. Quand les laïcards, c'est-à-dire les francs-maçons, les libres penseurs, veulent faire la chasse à la crèche dans tous les lieux, les lieux publics, c'est un combat politique. Donc il y a tout à fois ce combat spirituel que mènent les hommes d'église, et il y a aussi ce combat politique de la reconquête de Rome. Tout ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Alors après, pour être plus précis, parce qu'on m'avait parlé d'un État catholique, partant de là, nous ferons un concordat, c'est-à-dire un nouveau concordat pour replacer le catholicisme romain, le catholicisme traditionnel au centre de l'État, mais il n'y a pas, on ne peut pas confondre le pouvoir politique avec la gestion des intérêts ou des affaires liées au spirituel. Ça ne peut se faire que par un nouveau concordat.
Peut-on encore attendre quelque chose des élections? Alors, l'élection, c'est la tare et la sauvegarde du régime. C'est-à-dire que tout à la fois, ça permet au régime de perdurer sous une fausse forme d'alternance entre des politiques de droite, prétendument de droite ou de gauche. Et c'est la tare du système parce qu'on voit bien que l'électoralisme démocratique ne peut dériver que vers une plutocratie, puisque pour pratiquer l'électoralisme, pour pratiquer l'élection, il faut beaucoup d'argent. Donc ceux qui possèdent l'argent sont en fait les maîtres. Ils financent les campagnes électorales, c'est pas pour le bien public, c'est pour que les hommes politiques, une fois élus, servent leurs intérêts. Ce qu'on voit avec la vente des autoroutes, la privatisation de la Française des Jeux, selon la formule de Bébéar, l'assureur, qui a bien édicté la loi du système oligarchique, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Tout ce qui coûte de l'argent, c'est pour l'État, c'est pour les comptes français payants et leurs impôts qui ont atteint des niveaux records. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés. On a affaire à un État racketteur, à un État vampire qui s'acharne sur la classe moyenne. Et tout ce qui rapporte de l'argent, que ce soit les télécoms, que ce soit les aéroports de Paris, il faut privatiser, il faut laisser ça, il faut donner la manne aux financiers, y compris les retraites. C'est pour ça qu'il y a une volonté de modifier le système par répartition qui a été créé par le maréchal Pétain, par l'État national du maréchal Pétain en 1941, c'est la retraite des vieux travailleurs, pour transformer avec un système par points. Enfin, ils sont obligés de prendre ils marchent sur des œufs, donc ils veulent mettre en place des systèmes compliqués par points, en supprimant tous les différents régimes spéciaux, ce qui est une aberration puisque aucune profession n'est identique à une autre. Mais ils veulent bien évidemment aller vers un régime par capitalisation parce qu'il faut que la manne des retraites soit captée par les grands banksters, les grandes sur sociétés. Un modèle américain. Toujours le modèle, c'est toujours dans le pire, c'est toujours le modèle américain qui prévaut, toujours. Compte tenu des divisions actuelles dans le camp nationaliste, quels sont les principaux axes autour desquels les mouvements nationalistes peuvent se coaguler? Alors, la division, il y a deux types de divisions. Il y a les divisions basées sur des problèmes de doctrine. L'idée, et ça c'est fondamental, puisqu'il y a une fracture qui divise le mouvement national. Il y a ceux qui rêvent de faire le voyage à Yad Vashem. On voit que tous ceux qui mènent ce combat, et c'est la deuxième partie des mouvements de l'autre côté de cette fracture, sont les victimes. Et ça, vous êtes à égalité réconciliation, vous êtes bien placés pour savoir, étant donné les nombreuses condamnations de Alain Soral à de la prison ferme, ils sont passés à un niveau au-dessus, ou Dieudonné, ou un modeste part de cette répression avec une dizaine de procès, des centaines de milliers d'euros d'amende. Donc ça, c'est une division qui est une division sur les principes. Après, il y a la division de structure. Je ne crois pas que ça soit très négatif. S'il y a concertation et s'il peut y avoir convergence des luttes sur des batailles à mener. C'est un peu le principe de la main avec les 5 doigts. Les 5 doigts ne sont pas unis, mais quand ils sont coordonnés, ça devient un outil considérable. Que ce soit pour se défendre, que ce soit pour honorer, que ce soit pour travailler. C'est vers cela qu'il faut tendre. Alors c'est difficile parce qu'il y a les impératifs des structures, il y a aussi le tempérament de ceux qui les font, et on a affaire bien évidemment à des personnalités de caractère, parce que pour s'opposer à ce système, il faut quand même avoir un peu de caractère, et ayant ce type de personnalité, il y a toujours les défauts des qualités. Donc ça, il faut essayer de mettre beaucoup d'huile dans l'engrenage. Il faut faire preuve de modestie,
parce que face à nos ennemis, eux nous voient tous unis devant le peloton, sur le peloton d'exécution, quoi. Là, je pense que ce qui est très important, j'avais déjà tenu ces propos pour les Gilets jaunes lors de notre dernière rencontre à Toulouse. Il nous faut une convergence de lutte sur des batailles à mener, par exemple sur le front social avec les Gilets jaunes, par exemple sur le front moral dans la lutte contre l'officialisation de l'union homosexuelle, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui et au-delà contre le transhumanisme. Parce que le gouvernement prétend que la GPA a été extraite de la loi, mais elle existe déjà. Il y a un cas emblématique et médiatique, c'est l'animateur de radio Fogiel, qui a écrit un livre sur son expérience, dont les médias ont tous fait la promotion. Il a eu droit à la couverture de Paris Match où il posait avec celui qui est présenté comme son mari et les deux adorables petites filles qu'ils ont achetées à une mère aux États-Unis. Ça, c'est de la gestation pour autrui. C'est-à-dire que on loue, on achète le ventre des femmes, ce qui n'est pas étonnant de la part d'un système, parce qu'il salit tout ce qui touche. Tout est marchandisé, le sport, l'art, donc le vivant. C'est pas étonnant. Le trafic d'organes existe depuis longtemps. Et on sait combien les Israéliens sont impliqués dans ce trafic-là. Donc ça, c'est vraiment l'horreur absolue. Le transhumanisme dont se pique beaucoup Macron. Il est en pointe là-dedans. Et puis, ce commerce d'embryons et de location de ventre. Bon. Donc, sur des fronts et des batailles à mener, il serait utile qu'il y ait une convergence de lutte, une concertation entre les différents mouvements qui sont en rupture avec le système et qui sont en quelque sorte révolutionnaires. C'est ce que j'avais essayé de faire au moment des Gilets jaunes lors de la réunion du 19 janvier en conviant des personnalités impliquées dans la révolte des Gilets jaunes et en rupture totale avec le système. Faut-il intensifier la violence à l'encontre des lieux de pouvoir ? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc la violence est la conséquence directe d'une action révolutionnaire. Mais le moteur d'une action révolutionnaire, c'est une lutte de volonté. C'est pour imposer une volonté. C'est pas appliquer une violence. En matière de violence, on l'a bien vu pendant cette révolte des Gilets jaunes, on ne fait pas le poids face à ces bandes organisées d'extrême gauche, que ce soit des Antifa ou des Black Blocs, j'ai été moi-même victime de cette violence, et qui est protégée et manipulée par le pouvoir contre nous. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain de la violence qu'il faille se lancer. C'est plutôt dans une lutte politique, de constitution d'une minorité révolutionnaire, c'est-à-dire avec une conscience révolutionnaire, c'est-à-dire avec des militants qui soient formés, qui connaissent l'histoire, qui connaissent le processus des révolutions, pour pouvoir l'appliquer à notre société et au moment que nous vivons aujourd'hui. Je pense que les Gilets jaunes constituants, en allant devant les lieux de pouvoir et en mettant la lumière sur les lieux de pouvoir, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le siècle, qui sont allés devant les siècles au moment de la réunion, parce que le siècle se réunit une fois par mois, que ce soit les médias. Je pense que c'est beaucoup plus utile que d'appliquer une forme de violence, parce que la violence pour la violence, on s'y perd.
La violence ne peut être utile dans un processus révolutionnaire, et on est rentré dans un processus révolutionnaire, mais on n'est qu'à la première phase de désintégration du système, que si elle permet d'appliquer une politique. Mais le moteur est toujours politique, c'est très important, très très important. Donc ce que fait Égalité Réconciliation est très utile, en mettant justement la lumière aussi à travers le site, et puis la figure d'Alain Soral sur les lieux de pouvoir et de nuisance, c'est très utile, mais il y a aussi ce qui est indispensable, la corrélation, la formation d'une minorité révolutionnaire, d'un outil révolutionnaire, à travers la formation de militants et en créant une conscience révolutionnaire. C'est indispensable aujourd'hui, parce que quand l'État, s'affaiblissant, va arriver au point de rupture, de dislocation, eh bien, il faut qu'il y ait cette minorité révolutionnaire pour pouvoir constituer ces points d'appui qui vont permettre à une recomposition d'un ordre nouveau, imposer un ordre nouveau. Parce qu'une révolution, c'est ça. Une révolution, c'est l'effondrement d'un monde ancien, d'une croyance ancienne, la croyance consumériste, puisqu'on a dit, c'est le Black Friday, hein, vous ne pouvez pas vivre sans consommer, vous ne pouvez pas accéder au bonheur si vous ne consommez pas. Acheter les écrans plats, acheter les téléphones qui coûtent plus les téléphones portables qui valent plus qu'un SMIC, acheter les baskets à la marque, acheter, et vous arriverez au bonheur. Et on a vu que les Gilets jaunes, c'est déjà la fin de ce monde. Alors il a la vie dure, bien sûr, mais c'est encore, on voit bien à Noël, qui n'est plus la fête de la nativité, mais qui devient une fête commerciale. Mais on sent bien que cette société, cette croyance est en train de s'effondrer. Et l'ordre nouveau va porter une croyance nouvelle. C'est nous qui détenons cette croyance. Mais encore faut-il avoir cette minorité révolutionnaire qui fait l'histoire, parce que c'est jamais le troupeau des bêtes à voter qui font les révolutions. Il y a toujours une confusion. Les gens s'imaginent que c'est la violence et que c'est le nombre, c'est le peuple. En disant le peuple, il se vautre dans le consumérisme, il n'aura pas la force d'imposer un changement. Mais ça, on le sait. On sait très bien, c'est le principe électoral. Si le peuple était à même de réagir, il n'aurait pas laissé la situation dériver, décliner à un tel niveau. Il n'y a plus cette force nécessaire. Alors, il y a encore des révoltes, mais elles sont stériles. Seule la révolution est salvatrice. Et je crois que justement, on a eu la révolte de défense de la famille, avec la manif pour tous, avec cette mobilisation contre la PMA, et vous y étiez, on était ensemble d'ailleurs à manifester avec notre gilet jaune dans la manifestation à Paris contre la PMA, défense de la famille. Il y a eu cette révolte de défense du travail-famille. Seule la révolution salvatrice du rétablissement de la patrie pourra renverser le cours des choses et pourra rétablir la France. Donc il faut œuvrer en ce sens. Quelle issue à la crise sociale qui s'aggrave? C'est l'élément visible que le système s'affaiblit de jour en jour. Il y a une colère populaire qui est réelle, qui n'est plus une colère sourde comme on a connu. Une colère qui a débordé. Alors il y a eu des grands moments de révolte syndicale avec les Mésias, on fait les gorges chaudes avec le mouvement 95 de révolte contre la réforme des retraites de Juppé à l'époque, je crois. Je me souviens, après l'exposé d'Alain Juppé à l'Assemblée nationale, les députés debout l'avaient acclamé. Je me souviens très bien de cet épisode. Quelques jours après, la France était paralysée, quoi. On voit le décalage qui a toujours existé entre la représentation parlementaire et le peuple. D'ailleurs, remarquez, dans tous les pays, la représentation parlementaire est utilisée pour détourner ou pour contraindre les révoltes populaires. On a connu ça avec le traité de Lisbonne, le non à la Constitution que Sarkozy a trahi en passant par l'Assemblée nationale et les députés Godillot. On voit ça avec le Brexit, où le peuple anglais a voté
la sortie de l'Union européenne et que au Parlement, c'est le Parlement anglais qui fait tout pour retarder et pour essayer que cette sortie de l'Union européenne n'ait pas lieu. On le voit en Italie, où on a eu l'effet Salvini, même on sait de quoi s'attendre avec Salvini, qui relève plus du spectacle et du populisme qu'un véritable nationalisme. Mais une alliance entre deux organisations qui faisaient la guerre, qui se détestaient et qui, pendant la campagne électorale, avaient juré que jamais ils ne s'allieraient ensemble, eh bien, se sont alliés pour sortir du jeu politique Salvini. Donc on voit bien que les assemblées parlementaires en Europe sont là en fait pour limiter, pour contraindre, pour s'opposer à la volonté populaire. Mais c'est l'électoralisme, c'est ce que je disais, une démocratie c'est une plutocratie, c'est le règne de ceux qui ont de l'argent. Donc c'est l'oligarchie dominante qui en permanence veut détourner les volontés populaires, et ça se fait à travers bien évidemment les élections qui sont biaisées. C'est biaisé le jeu électoral, parce que si vous voulez, on a le choix entre les cornichons, mais on ne change pas le bocal, quoi. Voilà, et il faut énormément d'argent pour se présenter aux élections décisives, donc on sait très bien que les élections ne changeront rien, sauf si on est dans une situation révolutionnaire où on a un bouleversement général et que l'élection n'est qu'un élément de ce bouleversement général. On l'a vu avec l'élection Macron, qui est quand même exceptionnelle, qui est hors du commun, qui est singulière. C'est-à-dire que c'est un homme que nous on suivait depuis un moment, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée, et il avait succédé à Pérolle, qui était le secrétaire général de l'Élysée de Sarkozy, et qui était un gérant associé de la Banque Rothschild. Et quand Hollande l'avait emporté, le secrétaire général de l'Élysée, c'était justement Macron, que personne ne connaissait, mais gérant associé de la Banque Rothschild. Et nous disions en permanence, regardez, gouvernement de droite ou gouvernement de gauche, ça reste le gouvernement Rothschild, puisque le secrétaire général de l'Élysée, adjoint de l'Élysée, c'est celui qui est en charge de la politique économique. Donc Rothschild est bien soucieux de la politique économique qui va être menée. Donc oui, la démocratie, c'est une plutocratie, c'est le pouvoir de l'oligarchie, c'est le pouvoir de ceux qui possèdent, quoi. Hein, électoralisme entretient ce jeu-là, parce que les règles du jeu sont fondées par ceux qui jouent, quoi. Donc nous, on est toujours exclus de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer aux élections, mais il faut le faire de manière révolutionnaire. C'est-à-dire, si vous allez à l'élection, c'est soit l'élection municipale qui est une élection très intéressante, parce qu'au niveau communal, dans son village, dans sa ville moyenne, on peut s'investir sans s'afficher ouvertement nationaliste, mais dans des listes d'intérêt local, pour après avoir une action de terrain. C'est utile, en sachant que ça devient de plus en plus limité, puisqu'ils ont fait le regroupement de communes, pour politiser les choses, justement, pour que le pouvoir des maires des petites et moyennes communes leur soit retiré au profit de ces grandes écuries politiciennes que sont les partis politiques du système, qui sont des systèmes d'intérêt au service de l'oligarchie. Mais ça reste une élection intéressante. Alors il y a deux possibilités, soit se présenter comme ça dans une liste ou à la tête d'une liste communale, divers droite, enfin on peut l'appeler comme on veut, soit alors si réellement on est marqué politiquement, c'est faire une campagne politique sur nos idées. Voilà. Puisque les campagnes, c'est un investissement en temps, en militant, en argent. Donc il ne faut pas biaiser, il ne faut pas se croire plus intelligent et se cacher derrière son petit doigt. Quand j'ai vu les déclarations de certains devant la commission parlementaire, moi j'ai mis les pieds dans le plat. Bon, ils se cachent derrière leurs petits doigts, parce que le pouvoir sait très bien qui ils sont.
Voilà. Et il faut réveiller le peuple, donc il faut lui tenir le langage de la vérité. Et toujours, c'est la vérité qui libère, selon les paroles de Saint Jean. Nous voulons rester français, du nord à la Méditerranée, et de l'océan aux Pyrénées. Nous voulons rester français. Dans la ville, triste et solitaire, ne sachant où aller pour rencontrer un ami, pensant à mon destin, à mon père, à ma mère, je me dis que j'ai raté ma vie. Je me dis que j'ai raté ma vie. Le visage d'une fille a traversé ma mémoire. Je ne sais qui elle est, son nom je l'ai oublié. Oh, mon image paraît à la surface d'un miroir, et je ferme les yeux pour ne pas la regarder. Une vie qui est ratée peut toujours se rattraper. Un amour qui est déçu ne sera jamais perdu. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. Regardant les étoiles, je pense à tout mon passé. Les nuages sont loin, il n'y aura pas de pluie. J'ai cherché un ami à qui j'aurais pu parler. Je n'ai trouvé qu'un bar où je me suis assis. J'ai vécu, j'aime toujours et je vis. Je veux recommencer là où j'ai échoué. Oh, l'espoir nous a fait vivre, cet espoir est mon ami. Et si hier j'ai perdu, à demain je gagnerai. Car une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. Oh, une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es